Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je sais bien que j'ai fait une petite pause un peu longue. C'est tout simplement parce que j'ai changé d'ordinateur et avec pour tout installer qu'est-ce que j'avais avant sur mon autre ordi, ça a pris un peu de temps quand même. Et maintenant, je me considère prête à reprendre les vidéos. Bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous parler, c'est un haul qu'on appelle sur YouTube. Des livres que j'ai achetés depuis le début de l'été, en fait. Et j'en ai acheté beaucoup, en fait. En tout cas, en usage. Comment on dit déjà l'expression? Que ça soit en usager ou en neuf. Et j'ai trouvé pas mal des bonnes offres. Donc, on commence. On va commencer avec probablement le premier que j'ai acheté, je me souviens. Bon, lui, il datait pas du début de l'été, il datait plus d'avril quand il est sorti en fait. Et c'est tout simplement Les Gardiens des Cités Perdues. Bon, oui, il est écrit 8.5. C'est pas tout à fait un vrai tome. C'est plus une espèce de tome avec plein de détails sur la série et des personnages. Je dois avouer que je voulais absolument l'avoir dans ma collection parce que on découvre seulement des choses sur les personnages qu'on sait pas. Et aussi, ce livre a des images. Bah déjà, pendant ma lecture, je me suis toujours demandé de quoi avaient l'air les gobelins. Parce que il s'expliquait qu'il était quand même de 2 mètres de haut, à peau grise. J'avais de la misère à m'imaginer c'était quoi la vision de l'auteur d'un gobelin, parce que on sait tout de quoi ça a l'air un gobelin. Mais déjà, regardez-moi ces couleurs. Le dessin est vraiment beau et je pensais pas que ça avait l'air de ça. En même temps, je me dis, bah c'est bien logique parce que c'est haut quand même. Et Buizel, c'est ça son nom, Buizel? En tout cas, la carte du corps de Fitz est vraiment badass. Et aussi Zandor, faut pas oublier. C'est quoi son nom déjà? Chicantor que fait l'appel. En tout cas, juste la qualité des images, je trouve ça vraiment génial. Et on nous montre aussi de quoi on a les ogres. Déjà, je m'imaginais pas du tout. Comment ça s'appelle déjà? Flo. Ro, ouais, c'est ça, Ro. Ro comme ça. En fait, je m'imaginais beaucoup plus grosse, en fait. Comme plus un ogre dans ma tête de quoi ça a l'air. Je pensais pas du tout que Ro et Beau avaient l'air de ça. Et on a Flo à côté, un gnome. Je pensais vraiment pas que les gnomes étaient de même. Moi, je pensais que les gnomes étaient simplement verts. Mais bon, plus là d'un épouvantail avec ses pantalons et tout ça. Mais bon, c'est quand même intéressant comment c'est fait. Et ici, on a le panacier de Cala. Si vous avez pas encore, si vous n'êtes pas encore rendu loin dans le roman, vous comprendrez plus tard. Et ici, nous avons tous les conseillers. Est-ce qu'il y avait une Dame Alina? Ah, on dirait qu'Alina est pas là. Ah ben, il y a Kenrick, ça doit être pour ça. Ah, je me disais qu'il y avait peut-être une photo de Dame Alina, mais bon. C'est pas bien grave. Bon, ici, on a une photo de la famille adoptive de Sophie. On a... je pense que c'est Prentice, son fils, puis sa femme. Ici, on a la famille de Tam et Lidokinesis, là. Moi, j'ai oublié leur nom. Et ici, en dessous, on a les deux médecins avec
sa Banshee, oui. Qui est quand même assez cute, faut bien l'avouer. Et finalement, les membres du Cygne Noir. Et ben, comme je disais, c'est plein de détails au niveau de la série, comme au niveau des vêtements, des créatures. Comme ça. Bon, pour une licorne, c'était pas compliqué. On avait les dessins de la page couverture. Pour savoir c'est quoi. Ah oui, savoir comment elle avait l'air. Ses épingles, les potions. Il y a plein d'informations. C'est vraiment fun à découvrir, surtout pour ceux qui sont fans de la série. Et est-ce qu'il y a d'autres images? Ah oui. Prend Kéfé, son père et... C'est probablement le père de Sophie. Puis on a une belle image de Sophie et Kéfé sur Miss Payette, comme elle appelle Kéfé. Et ici, on a une belle image de Sandor, Sophie et Kéfé dans l'Himalaya. Une autre image de Sophie et Kéfé. Ouais, décidément, bravo au niveau de la qualité, c'est vraiment le fun. Et une autre de Kéfé et Sophie, puis on a en ce moment sa mère à côté. Ici, une autre image. Probablement au Cygne Noir. Et ici, on a une image du procès d'Alvar. Et finalement, ben je me demande... Bon, ok. J'assume que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en foutez ou que vous avez vu, ou que vous avez lu jusqu'où est-ce que je suis rendue, en gros. Donc, je vais certainement pas vous spoiler en vous montrant ça. Donc, j'assume que si vous m'écoutez en ce moment, c'est parce que vous avez lu le livre ou que vous en fichez complètement ou que vous regardez mes vidéos tout simplement comme ça. Ou que je vous donne juste tout simplement envie de lire le livre, tout simplement. Je considère que, bon oui, c'est vrai, c'est propre à chacun de nous, mais moi, dans mon cas, ça me rassure d'une certaine manière de me faire spoiler. Parce que, étant une personne anxieuse, ça me rassure de savoir ce qui se passe pour pas que j'aille de mauvaises surprises. Pour que je puisse... Pour que ça me fasse peur et après que j'aille des cauchemars. Vous comprenez un peu le principe. Et ben dans le cas de Star Wars 9, je voulais pas aller le voir au cinéma parce que j'avais déjà eu... J'étais déjà allée voir Han Solo au cinéma et je m'étais fait rentrer dedans pas à peu près avec la scène du trou noir, là, c'était... Je tenais pas en place tellement, j'étais stressée au bout. Et je voulais pas que ça m'arrive la même chose en allant voir Star Wars 9 au cinéma, donc j'ai attendu qu'il sorte en DVD. Et même que j'ai regardé des vidéos review et tout ça. Et j'ai même allé voir tout ce qui se passe dans le film, même avec spoiler sur Wikipédia. Je voulais vraiment pas avoir de mauvaises surprises. Et finalement, j'étais contente parce que même si je savais ce qui se passait, je découvrais à la fois comment ils font pour faire ça, puis tout ça. C'est bien beau lire ce qui se passe, mais le découvrir à l'écran, genre quel plan ils ont utilisé pour ça, j'avoue ça, je préférais mieux cette manière de le regarder que de le découvrir totalement et avoir cette crainte de tomber sur quelque chose qui pourrait me faire peur. Bon oui, j'avoue, pour parler à toutes ces histoires de spoil par rapport à Miraculous, je dois avouer que Miraculous, ça me fait pas vraiment peur. Il y a aucune raison que ça me fasse peur anyway. Donc j'avoue, pour les spoils de Miraculous, ben je dirais que si j'ai la possibilité de ne pas regarder, je ne vais pas regarder. Mais si je tombe dessus comme par hasard, là, je vais dire, bon, ben, c'est pas grave. Ce qui est fait est fait.
De toute façon, ben ça, comme j'ai dit, c'est différent pour plusieurs personnes. Certaines personnes ne supportent aucun spoiler parce qu'ils veulent découvrir l'histoire tout seul. Et comme je vous comprends, je dois avouer que si j'étais pas anxieuse, probablement que je ferais ça aussi parce que je voudrais pas qu'on me spoil afin de découvrir l'histoire tout seul, mais... Ben, comme j'ai dit, c'est différent. Et qu'est-ce qui clôt ce livre, c'est que l'auteur a rajouté un petit court roman. J'ai hâte de me rendre jusque-là pour voir comment ça se passe parce que ça se passe juste après le tome 8. Donc j'ai hâte de lire ça. Donc on passe au prochain livre. Le prochain livre est... Maintenant que j'y pense, le dernier que j'ai acheté. Oui, pour l'ordre dans lequel je les ai achetés, ça va un petit peu de travail. Mais bon, c'est pas grave, c'est le premier dans la pilule que je me suis faite. Donc, il s'agit de La Chronique des Bridgerton avec le premier tome, Daphné. Et comme vous pouvez le voir, je suis en train de le lire. Et, ben, en fait, c'est en attendant parler par Littéarum, j'espère que je prononce son nom comme il faut. Le nom comme il faut plutôt. C'est grâce à ces vidéos que ça m'a donné envie de lire Bridgerton. Et aussi, ben, tenter d'en savoir plus sur l'envers du décor de la série et d'enfin voir s'il se passe quelque chose entre Colin et Penelope. Je dois avouer, je suis vraiment très fan de ce couple. Ils sont tellement choux ensemble. Et en même temps, ils se connaissent depuis toujours, donc ils connaissent quasiment tout de l'autre. Sauf que Colin n'est pas au courant que Penelope était amoureuse de lui. Ils sont vraiment trop choux. Mais j'ai envie de commencer par le début, et l'histoire de Colin, c'est pas avant le tome 4. Donc j'espère pouvoir me rendre là le plus vite possible. Pour Les Gardiens des Cités Perdues, j'avais pas fait le synopsis parce que vous l'avez déjà eu dans les vidéos de suggestion de lecture, mais vous n'avez pas eu pour Bridgerton, donc je vais vous lire simplement le résumé. Des salles de bal de Mayfair au palais aristocratique de Parkland, plongé dans les intrigues de l'élite londonienne du 19e siècle. Renié par son père en raison de son bégaiement, Simon a eu une enfance solitaire. Après de brillantes études, il a bourlingué sur tous les continents jusqu'à la mort du duc et c'est désormais porteur d'un titre prestigieux qu'il rentre en Angleterre. Aussitôt, il est assailli par une horde de mères prêtes à tout pour marier leur fille. Mais il ne s'intéresse pas aux débutantes, sauf peut-être à Daphné Bridgerton. Comme Simon, elle voudrait juste qu'on la laisse en paix. Une idée machiavélique germe alors dans l'esprit des deux jeunes gens. Série phare de Joey Quinn, traduite partout et adaptée pour Netflix par Shonda Rhimes, qui a fait Grey's Anatomy et Scandal. Donc c'est une nouvelle édition après que la série est sortie sur Netflix. La chronique de Bridgerton raconte l'entrée dans le monde des 8 enfants de feu le vicomte Bridgerton. Anthony, Benedict, Colin, Daphné, Héloïse, Francesca, Grégory et Hyacinthe. Un clan uni comme les lettres de l'alphabet, dont les déboires sont épinglés par la... J'essaie de voir à travers, en fait. La voix... Par la savoureuse Lady Whistledown. Mystérieuse chronique... mystérieuse chroniqueuse de... Bon, j'arrive pas à lire en dessous, mais vous avez pas mal compris. Lady Whistledown, c'est tout simplement une actrice d'un petit journal qui s'appelle des Chroniques mondaines. Et ben elle fait office un peu de narrateur dans la série télé, surtout. Et donc, comme vous avez compris, il y a 8 tomes.
relatant les aventures des 8 enfants. Et on commence par Daphné. Daphné, comme vous l'avez remarqué, n'est pas vraiment la plus vieille. Ils ont décidé de comme l'auteur comme décidé de partir avec Daphné, c'est son choix. Et de pas aller dans l'ordre des enfants qui sont nés. Parce que ça explique qu'ils ont une espèce de tradition, les Bridgerton, de nommer leur premier enfant par par un nom qui commence par A, et le deuxième par B, etc. Qui est je trouve, est une tradition tout à fait originale. Bon, c'est ça pour Bridgerton. Je passe à l'autre. Pour le prochain, ou plutôt les prochains, c'est parce que je les ai achetés tout en même temps. Je les ai pris à la bouquinerie Le Lecteur, qui offre quand même des bons prix au niveau des livres. Bon, le premier que j'ai pris, c'est Harry Potter à l'école des sorciers dans une autre édition de celle qu'on avait l'habitude de voir. Celle-ci date quand même quand les derniers sont sortis, parce que la première édition que tout le monde connaît, il y a juste Harry Potter 1, 2 et 3 qui est sorti. Mais ici, comme que vous pouvez le voir, il y a tous les tomes de la série derrière. Donc j'imagine que c'est une édition que Gallimard, ou plutôt Folio Junior, a sorti quand ils étaient tous sortis en fait. Là, on a quand même une belle image. Comment il aurait pu prendre la vraie image de Poudlard, mais c'est pas grave. Bon, la petite histoire, c'est, je sais pas si vous vous souvenez que je vous en ai parlé ou pas, mais j'ai laissé mon exemplaire de Harry Potter à l'école des sorciers sans surveillance, et mon chien, Haru, est tombé dessus et elle l'a complètement déchiqueté, il restait plus rien. Alors je me dis, c'est dommage, mais j'aurais qu'à me trouver un autre livre. Et cette fois-ci, j'ai été chanceuse, ça m'a coûté seulement 4,50 $. Et je suis assez plutôt contente parce que payer 15$ pour acheter Harry Potter à l'école des sorciers, c'est peut-être pas une offre assez juste, assez raisonnable en fait. Mais bon, éventuellement, je vais peut-être m'acheter la nouvelle édition, mettons l'édition des 20 ans. Là. Bon, j'ai eu Harry Potter. Ensuite, j'ai trouvé le 6e tome de Luna Lèvre de Lune, qui s'intitule Le Maître des Loups. Lui aussi, j'avais trouvé quand même je l'avais trouvé quand même un bon prix. Je l'avais eu à 3,30 $. Et je suis quand même assez contente parce que je l'avais pas encore. Donc, ensuite, j'ai trouvé le tome 2 de Les Ténèbres de Londres. C'est l'étude Claire de Lune. Je pensais que c'était une suite entre le premier, que j'ai juste ici, et le deuxième. Mais en fait, je pense que c'est des histoires qui ont aucun rapport entre l'autre. Donc, je promets que je vais arrêter de les acheter à partir d'arrêter de... Arrêter de lire. Alors, je viens de trouver une photo dedans. C'est triste, en fait. Que la personne n'a pas pu récupérer sa photo avant de donner le livre. Désolée pour le bruit, c'est un groupe chat de Discord qui appelle un peu au mauvais moment. Il n'y a pas moyen de... déjà, ça vient d'où, ça? Ça vient-tu de mon téléphone? Je vous arrange ça au montage pour... Ah, ça l'a fini. Ok, ça l'a fini. Inquiétez-vous pas, je vais vous arranger ça au montage. Bon, on continue. Et pour la partie que je préfère ceux que je préfère dans ceux que j'ai achetés ce jour-là, j'ai trouvé les tomes 6 et 8 des Héritiers d'Antilève. Et à un prix quand même très honnête. Bon, voilà ce qu'elle a.
Le 6, Nemeroff. Et le 8, Ananchar, avec le château. Voilà. Et quand je dis un prix vraiment très raisonnable, je les ai eus pour 7,50 chaque. Ce qui revient quand même à un très bon prix parce que normalement ils sont à peu près à 20 ou 24 $. Donc ça valait vraiment la peine. Maintenant, je peux passer aux 3 derniers, je crois. 3 ou 2. Et j'aurais fini Les Héritiers d'Ankh-Kidiev. Ce qui va être une bonne chose parce que ça fait quand même plusieurs années que j'essaie de finir la collection. Bon, voilà. C'est tout pour la fois que je suis allée au lecteur. On pense au prochain livre. Le prochain livre que je vais vous parler, c'est... Ben, je vais vous parler de 2 séries, de 2 sagas de livres. Étant donné que je les ai achetés en même temps. Mais bon, vous comprendrez. Bon. Bon, ok, on s'entend-tu que le premier tome d'une des 2 séries, je l'ai acheté avant d'acheter les 2 autres. Mais bon, je vais quand même commencer par celle-là. Je me suis acheté un palais d'épines de rose et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette série. Je suis rendue au tome 4 et j'ai envie de continuer tellement c'est bon. Mais je dois vous avouer qu'il y a quelque chose qui s'est passé à la fin du 3e livre que j'ai pas du tout aimé et que ça m'a fait peur en réalité. Je m'attendais pas du tout tomber là-dessus, surtout dans ce genre d'histoire-là. Et donc ça a pris un peu de temps pour me changer les idées, mais finalement j'y pense plus trop. Et que je me concentre simplement du plus important à la fin du 3e tome. C'est... Je décrirais ça comme une réécriture du conte de la Belle et la Bête, mais ça s'arrête pas comme c'est censé être le conte. Genre, ça a une base de la Belle et la Bête, mais on s'en va dans une toute autre direction et c'est ça qui est le fun. En chassant dans les bois enneigés, Fair voulait seulement nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant un fait, et la voici emmenée de force à Pritiam, royaume des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un grand seigneur fée, la traite comme une princesse. Comme je vous disais, un peu dans le genre de la Belle et la Bête. Et pourquoi lui et sa cour se cachaient derrière des masques? Quel est le mal qui ronge son royaume et risque de s'étendre à celui des mortels? À l'évidence, Fair n'est pas une simple prisonnière, mais comment une jeune humaine d'origine aussi modeste pourrait-elle venir en aide à de si puissants seigneurs? Sa liberté en tout cas sans être à ce prix. Riche, romantique et intense, absolument envoûtant. Et c'est l'auteur des Insoumis qui écrit ça. J'ai adoré. En fait, pour être honnête, le début, il se passe un peu lentement, mais on finit par apprécier un peu l'espèce de quotidien qu'elle se crée maintenant à Pritiam. Mais c'est seulement vers la dernière grosse portion du livre que l'action commence et qu'on plonge dedans. C'est tellement intense et envoûtant, comme Alexandra Braqueur nous le dit si bien. Et comment dire ça? C'est rien à comparer du 2e tome. Un palais de colère et de brume qui, je pense, est mon préféré parce que la romance dans celui-là est encore meilleure que celle dans le premier. Parce que... Bon. Dans le premier, il y a une romance, mais ça, c'est rien à comparer au premier. On apprend tellement de choses dans ce livre-là, c'est mon préféré, c'est pas pour rien. Et sinon, parce que j'en ai lu des romans depuis le début de l'été. J'ai lu le 1 et le 2, et comme je vous ai dit, le 3, et que je suis rendue au 4e. J'ai pas encore fini Les Gardiens des Cités Perdues 8.5, j'ai pas encore fini Bridgerton. Et
Bon, je vous parlerai des prochains livres que je suis en train de lire dans les autres que j'ai achetés. Et finalement, au même moment que je suis allée acheter Palette de Colère et de Brume, j'ai trouvé ceci, qui est une édition limitée collector avec les 3 tomes de la série La Sélection, qui compte... comment ça s'appelle déjà? Livre 1, La Sélection. L'élite. Et finalement, je pense que 3, c'est l'élu. Donc, il y a les 3 tomes dans un seul et même livre. Et je dois avouer que je préfère beaucoup celle-là. Je trouvais que ça valait vraiment la peine plutôt que de les acheter séparément parce que je préfère les reliures dures comme ça. Et aussi parce que, regardez-moi le prix. 29,95. J'ai compté chaque livre combien il coûtait 25. Donc, si tu fais 25 fois 3, ça te donne 75. Donc, je me suis dit que le payer 30$, c'était... Ça revenait plus abordable que payer les 3 à 75. Et je vais probablement faire une relecture, je sais pas quand. Je prévoyais aussi faire une relecture de la Poursuite de la Clantine, ce qui vous prouve à quel point j'adore ce livre. Donc voilà pour la belle édition collector de la trilogie. Bon, il me reste encore 2 sagas à vous parler. Et ben, ça va être fini, quoi. Ensuite, avec... Ok, je vais aller avec ça. Celle-là, c'est la même chose qu'avec la sélection. C'est... J'ai pu trouver la trilogie de l'héritage des Sirénas. Vraiment pas cher. Donc, j'avais quand même un assez bon rabais. J'avais le premier qui était à 10$ et je pouvais en avoir 2 pour 15$ dans la section où je suis allée. Bon, vous l'avez compris, je les ai pognés à Walmart. Et donc, la trilogie au complet m'a coûté 25$. Ce qui revient moins cher que la sélection, mais aussi moins cher que qu'est-ce que ça m'aurait coûté les 3 livres ensemble. Et je suis quand même assez contente. Bon, pour l'image, 4e de couverture, il était en rabais, je me suis pas posé de questions. Mais au moins, on voit quand même le personnage principal, et c'est ça qui compte. Donc voilà, je suis vraiment très contente de les avoir trouvés parce que c'est une saga que j'aime beaucoup. Donc voilà. On enchaîne avec la dernière saga que je vais vous parler aujourd'hui et c'est clairement la 2e que j'ai eu un coup de cœur pendant l'été avec un palais d'épines de rose. J'ai acheté la saga Grisha. Les 3 tomes en fait. Donc on a Shadow and Bone, donc avec les pages, avec les 4e de couverture du livre en anglais. En fait, quand je les ai achetés, il y avait l'image de la série sur Netflix, c'est un peu le même principe qu'avec Bridgerton. Donc j'ai acheté le tome 1, 2 et 3. Donc nous avons le tome 2, le dragon, que je suis sur le point de finir. Et le tome 3. Et j'ai été captivée par la lecture. Vraiment, là. Je vais quand même vous lire l'histoire. Quoique, il y en a qui sont probablement déjà au courant de l'histoire en ayant vu la série sur Netflix. Quoique... Bon, je vous dis mon avis après l'avoir lu. Entrer dans l'univers le Grishaverse.
Vous et moi allons changer le monde. Ombre, guerre, chaos. Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se bat sans relâche contre le mal. Des citoyens envoyés en pâture aux créatures qui peuplent le Shadowfold. Parmi eux, Alina Starkov. Espoir destiné renouveau. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'évocatrice de lumière. Donc, comment vous expliquer ça en quelques mots? C'est un peu le même principe que Éon / Éona, mais au lieu que ça se passe dans une Chine antique, c'est une espèce... C'est le même principe, en fait. C'est juste que le pays, c'est pas la Chine, c'est la Russie. Et on voit vraiment l'inspiration de la Russie là-dedans. Déjà par les mots, parce qu'il y a des mots en russe qui sont dans le livre, et on comprend pas mal que c'est du russe. Et aussi les costumes. Déjà, les costumes dans la série, ils ont vraiment fait fort. Les gardes, là, on dirait vraiment des gardes russes. Et les palais, le Little Palace, par exemple, on dirait vraiment le palais à Saint-Pétersbourg. Et en fait, je pourrais pas dire si le livre est meilleur que la série ou que la série est meilleure que le livre. En fait, j'ai l'impression que les deux vont ensemble. On écouterait la série télé en premier et ensuite on finirait avec le livre pour avoir toutes les possibilités qu'il y a eu pour raconter cette histoire. Parce que, en fait, il y a des bouts qui sont meilleurs dans la série que dans le livre et il y a d'autres bouts qui sont meilleurs dans le livre que dans le film, que dans la série. Parce que, pour donner un exemple, la fin. La fin est pas la même. Est vraiment pas la même, non. Déjà, une autre différence entre le livre et la série, c'est tout simplement que les personnages de Six of Crows débarquent dans l'histoire de Grisha. Ce que je trouve être une excellente idée. Ça rend les choses meilleure en fait, parce que la mission que Kaz, Inej puis Jesper doivent faire, ça a leur rapport direct avec Alina et ses amis, parce qu'ils doivent ramener l'évocatrice de lumière à Ravka West. Oui. Et ça montre quand même que les deux se rejoignent, parce que pour ceux qui ont le livre, Six of Crows se passe des années après Grisha. Je dois avouer que les mettre ensemble, c'était vraiment une excellente idée. Et je suis contente que le réalisateur en a discuté avec l'auteur. C'est ce que je dis toujours. Aidez-vous de l'auteur, ça va vous sauver ça va vous sauver des ennuis. Et en fait, pour la petite anecdote, pour la raison pourquoi je les ai achetés aussi parce que je voulais les lire, c'est sûr, mais j'avais un concours sur Discord avec un serveur d'écrivains que je suis. Et le thème du concours, c'était le secret. Donc, j'ai eu envie d'écrire une petite fanfiction sur l'univers de Grisha, en rapport avec la série. Mais bon, je me suis un peu inspirée du livre aussi. En fait, pour tenter d'en apprendre plus sur le Darkling, parce que j'avais pas... Déjà, c'est assez dur d'essayer de tenter de connaître les émotions des gens, alors lui, c'est tout un mystère quand même. Donc, j'ai décidé de lire les livres pour en apprendre plus sur lui. J'ai même pris des notes et tout. Et finalement, je me suis rendu compte à quel point le personnage était détestable. Je comprenais pas comment ça se fait que je l'aimais autant dans séries télé et que en lisant le livre, j'étais quasiment en train d'y cracher dessus. Là. Bon, peut-être que le fait que c'est l'acteur qui joue presque Caspian dans Narnia qui a fait que je l'aimais plus dans la série. Ouais. Ce qui est probablement pas étonnant, vous en conviendrez. Mais, ouais, la fin et comment il réagit, c'est bien plus. Est-ce que c'est un spoil, ça? Déjà, il y a beaucoup plus d'émotions générées aussi, puis il y a autre chose qui se passe avant qui change les choses, puis lisez le livre et allez voir la série, vous comprendrez ce que je veux dire. Donc, voilà.
c'est ça. Il conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai fait découvrir d'autres livres. Je serais satisfaite quand même de vous avoir fait partager plusieurs livres, faire découvrir plusieurs histoires, parce que on n'a jamais assez de la lecture, hein? Bon ben, encore une fois, j'espère que vous aurez apprécié et on se voit la prochaine fois. Ciao! Espérant que vous avez apprécié, je vous invite à laisser un commentaire, à liker la vidéo et abonnez-vous. C'était John Aria et compagnie et je vous souhaite une bonne journée.